Ici, c'est Souffrance et t'es sur ClickTalk, connard. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Salut Souffrance. Yeah, salut. On va préciser que le connard, c'est ton gimmick habituel. Parce que Ouais, sinon, je me sens un peu agressé. Non, c'est un connard d'amour, les frères. T'as 35 ans. D'abord, je voulais te remercier parce que c'est ta première interview filmée. Et c'est chez Click. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on est vraiment très flattés que ça soit chez nous que tu aies pris cette première prise de parole. T'as un parcours très particulier. Moi, je trouve que ton histoire, ça pourrait faire un super film. Ah, sur le rap français, ouais. Ah, lourd. Mais tu vois, là où il y a une série comme Validé qui parle de succès mainstream et qui s'adresse à un grand public, ton histoire, je verrais bien ça comme un film d'auteur, un peu sombre, à la Audiard, tu vois. Ouais, plus un truc de perdant, quoi. Ouais. Non, un truc d'auteur. Un truc bien long, bien chiant, quoi. Un truc de souffrance. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, on te reçoit parce que justement, après un parcours très chaotique, tu as sorti ton premier album qui s'appelle Tranche de vie. Yes, Tranche de vie. Tranche de vie parce que justement, tu reviens sur une grosse période de ta vie. Exactement, ouais. Ça fait 15 ans que tu rappes, notamment au sein d'un collectif qui s'appelle L'Usine, avec un Z. Et pour donner un petit aperçu, on va écouter un premier morceau, c'est Simba. Ah, ça va de ma gueule comme si j'étais Simba. Je mettais 6 images dans ta tête, pourtant je dessine pas. La vie c'est pas si fallait s'y faire. On connaît la leçon, allez s'y merde. Un jour on aura tous le corps inerte. J'ouvre un courrier, encore une merde. J'ai besoin d'air et d'herbe, mes repères, les pieds sur terre et la tête dans une fumée épaisse. Force d'écrire des textes, j'ai bien finir par faire rentrer tes pièces. Pour te présenter, j'ai choisi ce morceau-là parce que je trouve que sur le fond et sur la forme, ça résume beaucoup de choses sur toi. Yes, effectivement, et surtout ce morceau, j'aurais pu aussi l'appeler Tranche de vie, tu vois. Parce que c'est un morceau qui reprend vraiment le concept de l'album. Et dans ce morceau, je repars du début de la tranche de vie, dont je veux parler sur cet album, et je vais jusqu'à la fin de cette tranche de vie dont je veux parler sur cet album. Cette tranche de vie, ça correspond à peu près à ton adolescence, de 15 ans jusqu'à peu près la trentaine, c'est ça ? Ouais, voilà, donc 18-30 ans. C'est vrai que l'adolescence, aujourd'hui, ça dure plus longtemps, mais bon, je pense que je suis sorti de l'adolescence avant. Dans cette tranche de vie, il n'y a pas que l'adolescence, quoi. T'as commencé il y a 15 ans, début des années 2000. Alors, j'ai commencé, ça dépend ce qu'on appelle commencer. Tu vois, après, ça on va parler dépend de ce qu'on vraiment appelle commencer. arrêter aussi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est commencer vraiment, tu vois. Donc, mais effectivement, il y a 15 ans, dans ma cuisine, j'écrivais le premier texte qui pour moi était un vrai texte. Comment tu veux que ça aille mieux s'ils nous parquent tous dans des banlieues? Comment tu veux qu'on arrête de voler? Voilà, des bordels comme ça, je me rappelle. Donc ouais, c'est à 15 ans que j'ai posé mon premier texte et qu'après je suis allé le poser au Café La Pêche à Montreuil, dans les studios, où à l'époque il y avait masse de monde. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai posé mon texte, qu'il y a un gars qui est venu, il m'a dit « Mec, il est lourd ton texte, mais ce serait bien que tu le fasses dans les mesures, quoi. » Donc ouais, c'est là que j'ai mis un premier pied, en tout cas dans le truc artistique. Après, commencer vraiment, pour moi, c'était il y a 2 ans que j'ai commencé vraiment, tu vois. Tu viens de parler du Café de la Pêche, ça tombe bien parce que j'aimerais qu'on revienne sur tes débuts. Je vais revenir encore plus loin que les débuts du Café de la Pêche. Je sais que tu as écrit ton premier texte quand tu avais 8 ans. Ouais, entre 8 et 10 ans. Je l'ai écrit. Alors là, c'est bizarre parce que j'écoutais même pas de rap quand j'ai écrit ce texte, tu vois. Et j'étais en classe et le texte était sombre. Je sais pas comment ça... C'était sombre, de ouf. Et j'avais une gomme et une aiguille, tu vois. Et je disais, je plante ça dans ton cœur. Tu pleures, tu souffres, tu meurs. La mort est là, tout près de moi, comme un chien elle aboie. Des trucs hyper bressons, tout. Après, je l'avais ramené chez moi. Mon daron, il l'avait trouvé dans un truc. Il m'a dit, c'est quoi ça et tout. Mais ouais, c'était la première fois que j'écrivais. Après, j'ai eu une longue pause où il n'y a rien qui est sorti, tu vois. Et à 15 ans, c'était ressorti, ouais. Mais quand je repense à ce texte, je me demande si tous les petits entre 8 et 10 ans, je me dis, ça doit être un âge où tu dois commencer à penser à la mort, ou ça doit être un âge spécial où tu penses à ces trucs-là, parce que très, très sombre le texte, déjà. Tu sais quoi, avant que je te pose la question, j'étais quasiment sûr que tu te rappellerais de ce que c'était ce texte. Ah ouais, je me rappelle de la situation, je me rappelle de tout. Hein. J'aurais pu te le faire encore plus, là, je crois que je l'ai encore en tête, mais il faut que je me le remémore, tu vois ce que je veux dire. Et donc, dès ce premier texte, il y avait le mot souffrance dedans, souffrir. Je viens de dire je souffre. Pas... C'était ta deuxième rime. Après, souffrance, il y en a beaucoup qui l'associent à la souffrance, tu vois, où je souffre. Mais en réalité, c'est aussi un blocage par rapport à ma musique. Mon nom, souvent, les mecs, ils se disent « Ah, il s'appelle Souffrance, je vais me faire chier à écouter 40 minutes de souffrance, tu vois. » Alors bon, ton prénom, c'est Sofiane aussi, ça vient Ouais, mon prénom, c'est Sofiane. Après, moi, tu sais, j'ai pas particulièrement souffert. Hein. Tu regardes mon parcours, tu vois, il y a des gens qui ont souffert beaucoup plus que moi. Donc,
Moi, Souffrance, c'était surtout pour le jeu de mots, France d'en dessous. Tu vois, c'était surtout un truc plus global qui se rapporte moins à ma personne qu'un truc global. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu sais, mon premier projet, c'était Le Peuple à Faim. Non, deuxième projet. Le premier projet, c'était C'est du lourd Taras. Deuxième projet, Peuple à Faim. Et moi, mon blast, c'était Souffrance, Le Peuple à Faim. Donc la première fois que tu mettais Souffrance, Le Peuple à Faim, je te dis, les images qui te sortaient sur Google, tu dis, oh, c'était le Darfour, c'était des trucs vraiment violents. Donc aujourd'hui, maintenant, quand tu tapes Souffrance, il y a moi. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. Mais en tout cas, voilà, c'est arrivé naturellement comme ça. Mais c'est vraiment pas... les gens, tu souffres, tu fais souffrir les gens. Non, les gars, je souffre pas, je fais souffrir personne. Souffrance, c'est un truc commun. Tu vois ce que je veux dire? Tu racontes quand même des choses qui sont pas faciles, mais je pense que ça vient aussi d'une pudeur, je pense que tu as, et beaucoup de recul sur ton parcours. Je pense que c'est quelque chose qui te caractérise aussi. Un album comme ça, à 25 ans, j'aurais pas pu le sortir. J'aurais pas pu me dévoiler autant dans un album. À 25 ans, c'était pas possible. Dans cet album, je dis des trucs ultra personnels que j'ai même jamais dit à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? Il y a une rime sur un morceau que j'aime beaucoup sur ton album, c'est le morceau qui s'appelle Étoile filante. Yes. Tu dis, je glisse sur cette vie comme une goutte sur une vitre. Ouais. Je leur montrerai c'est qui le boss quand j'aurai couché ma petite. Ouais, c'est ça, cette phase... surtout, il y a un pote à moi, Nodja, rappeur de Perpignan. Allez checker Nodja, il est bon. Et il me disait, putain, cette phase, je te suis trop. Quand tu couches ta petite et puis après tu sors et là, t'es chaud et tout. Tu sais, t'as fait tout ce que t'avais à faire, tu vois. Parce que, c'est pour ça que je dis cette phase, quoi. En réalité, on est pris tous dans nos vies après, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est difficile de garder une passion et de l'alimenter. Plus le temps il passe, moins t'as de temps. Et plus t'as des responsabilités. Même dans mon quotidien, le rap, pour moi, il a toujours eu une place ultra importante. Et c'est quelque chose tu sais, la musique, c'est un médicament pour celui qui l'a fait comme pour celui qui l'écoute. Tu vois ce que je veux dire ? J'allais dire, moi, j'ai l'impression que dès le début, pour toi, le rap, ça a été une espèce de bouée de sauvetage. Ouais, à fond. Ouais, franchement, à fond. Mais tu sais, aussi, c'était un endroit où j'étais bon. Tu vois, quand je sortais un truc, moi, j'étais nul partout. Tu vois ce que je veux dire, qu'on soit clair, j'étais nul partout. Donc, il y avait un endroit où j'étais bon. Où les mecs, ils disaient « Oh, ouais, ça, c'est lourd, tu vois ?» À tes débuts, quand t'étais ado, au Café de la Pêche à Montreuil, ouais. Des gens ont commencé à ouvrir un studio et surtout faire des ateliers d'écriture. Yes, et c'est à ces ateliers d'écriture que tu as rencontré les membres du groupe L'Usine avec un Z, si je dis pas de bêtises. Alors non, on s'est pas rencontrés là-bas. Nous, on s'est rencontrés plutôt au Hall 26. Et puis après, effectivement, il y a d'autres membres. Quand je te parle de ça, je te parle de Tony, Senza et moi. Et après, effectivement, à l'atelier d'écriture, on a rencontré d'autres personnes comme B-Way et d'autres personnes encore. Mais à la base, on traînait dans le même quartier, quoi. Qui c'était qui donnait ces ateliers d'écriture là-bas? Là-bas, c'était Diax, membre de 9-3 Lyrics. 9-3 Lyrics, groupe composé de Michi, Mila et Diax. Donc eux, c'était un peu les grands. T'arrives en studio, mets le stylo dans ta bouche, t'as bafouillé, fais des pompes. Ouais, non, le studio La Pêche, c'était une vraie école. Hein, parce que t'arrivais dans le studio, tu vois, il y avait des mecs de toutes les cités. Et chaque cité, il avait son truc, sa façon de rapper, tout ça. Donc, t'arrivais là-bas, t'écoutais des niveaux. Il y avait du gros niveau, avec des gars comme Kiro Kuroda, la Légion Urbaine, le Sum, Sale Gosse, l'Escorte. Tu vois. Je trouve ça bien, excuse-moi, je t'interromps, je trouve ça bien que tu recites ces noms. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse scène à Montreuil. Énorme. Qui a été sous-médiatisée et qu'on connaît peut-être moins. Il y en a certains quand même. Il y a Swiftgad qui fait un parcours qui est cool. Il y a Prince Wally aussi. Oui. Tu vois, Prince Wally, gros gars, tu vois, qui a sorti du sale et puis qui a été pas mal mis en avant. Donc, nous, ça fait toujours plaisir quand il y a des gens de la ville, tu vois, qui sortent un peu. Ce que je trouve cool dans ton projet, c'est qu'à la fois dans l'usine et dans ton parcours, vous venez de 3 écoles qui ont quasiment disparu aujourd'hui de la scène actuelle. La première école, c'est l'école de l'écriture. Ouais. Il y a l'école du freestyle. Ouais. Et l'école de la scène. Ouais. L'école de la scène, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'elle a disparu. L'école du freestyle, pour moi, elle est encore présente quand même. Hein. Il y a des... Après, je me renseigne pas trop, je pourrais pas te dire. Et la 3e école, tu m'as dit, c'était quoi? Écriture. Écriture, ouais, l'école de l'écriture. Faut faire attention avec l'école de l'écriture. Faut pas être trop poussé écriture non plus, les gars. Moi, j'étais poussé écriture. Et faut se rendre compte qu'on fait de la musique. On n'écrit pas des livres. Donc, c'est important aussi d'avoir l'école flow et l'école choisit bien ton instrumental. On va écouter un autre extrait de ton album, dans lequel tu as bien choisi ton instrumental, sur lequel tu as écrit un texte, sur lequel je vais te poser des questions. Ouais, c'est Racialiste. Ah, yes, Racialiste. Racialiste, racialiste. Ce monde est racialiste. Le monde est un nom. Racialiste.
ce monde est racialiste. Quand je serai riche, je n'aurai plus de couleur. Je deviendrai riche grâce à l'eau que je puise dans ce puits de douleur. Ce que je viens de dire est faux, même riche dans le dos, ils diront le pico. Les mots dans le dos, je m'en tape. Tant que tu lèches les bottes en face, ils diront ce type fait du Tesporuti. Tu mens, mais merci pour le compliment. Dédicace à Tesporuti. Ouais, grosse dédicace. Le refrain, c'est ce monde est racialiste. Ouais. Contrairement à beaucoup de rappeurs qui parlent beaucoup de racisme, toi, tu fais la distinction, tu dis le monde est racialiste. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est racialiste? Alors ce morceau, quand je l'ai écrit, c'est Senza, il m'a envoyé la prod. J'ai commencé à kicker, j'étais dans une ambiance énervée et je crois que j'étais en train de rôder sur Facebook et tout ça. Et effectivement, je pense qu'on voit beaucoup le monde aujourd'hui par rapport à la couleur des gens, à leurs origines, voilà, et que c'est une vision assez, on dit, anglo-saxonne, tu vois. Et je pense que cette vision anglo-saxonne, elle arrive sur la France et que on devient racialiste. Après, je sais pas si je te l'explique bien ou pas, tu vois. Moi, des fois, je dis des trucs, peut-être que j'ai tort, hein, j'en ai rien à foutre, on est d'accord. Moi, je dis ma vision des choses. Elle peut être fausse ou vraie. Toi, ta vision, c'est que, en vrai, c'est plus des luttes de classe sociale Ouais. qu'on essaye de camoufler derrière des questions sur l'identité. Ouais, effectivement. Effectivement, je pense que la plus grande lutte, elle est sociale. Je pense que peu importe tes origines, en réalité, les intérêts que tout le monde défend, ils sont économiques. Et qu'on devrait plus se rendre compte que derrière ces questions identitaires dont on nous bassine à la télévision, parce que les discours à la télévision sont racialistes aussi et identitaires, en réalité, il faut penser économique. Donc économiquement, je suis désolé, deux pauvres ont plus de points communs qu'un pauvre et un riche du même endroit. Alors quand je dis riche, hein, je parle des très riches. Tu as fait des dizaines de scènes, des dizaines d'open mic, Ouais, des dizaines de freestyle. Ouais. Et ce que je trouve ironique dans ton parcours, Ouais. c'est que tu as eu une explosion de visibilité depuis avril, Ouais. suite à un freestyle à Planète Rap sur Skyrock. Yes. C'était Seth Joes qui t'avait invité. Gros big up à Seth rappeur, Joes. ouais. Seth Joes, tu m'as mis très bien le frère. On a reçu Seth Joes dans TikTok. Ouais. Il nous a raconté que lui, il y avait une rencontre dans sa vie qu'il avait eue avec une personne qui avait changé complètement sa vie. À l'époque, il ne pensait même plus faire de rap. Ouais. Et que depuis, ça avait changé un peu sa perception du monde. On regarde un petit extrait de ce que Seth Joes a dit chez nous. C'est vrai que maintenant, je prends plus l'habitude d'aller vers les gens, parler, parce que je trouve qu'on peut rencontrer des gens incroyables qui peuvent changer ta vie ou en tout cas ta vision des choses. Vraiment très simplement, moi je m'arrête maintenant, je parle avec tout le monde. Comment ça s'est fait, votre rencontre? Comment ça s'est fait? En réalité, moi j'avais sorti l'album, il y avait le clip Étoile filante qui était sur YouTube et le clip, je pense que YouTube, ça a déréglé un peu ses algorithmes parce que je me suis retrouvé dans la fiche, tu sais, dans les propositions de Seth Joes. D'accord. Et donc Seth Joes écoute, il kiffe le truc, il m'envoie un message, tout simplement. Moi je lui réponds, il me dit t'es chaud pour faire Planète Rap? Je dis bah ouais, je suis chaud, tu vois. Donc voilà, depuis on est encore en contact là, on parle ensemble. Gros gars, franchement, tu vois, quand les gens ils disent dans le milieu il est comme ci, le milieu il est comme ça, souvent t'entends le milieu dur et tout ça, mais moi pour le moment, en tout cas, il y a deux gars qui m'ont tendu la main dans ce milieu pour le moment, c'est Seth Joes et encore un gros big up à lui, putain d'humain, et un autre putain d'humain, c'est Jul pour le Classico qui m'a tendu la main, tu vois. On va en parler. Donc il y a encore des personnes dans ce milieu qui sont cool, quoi. Donc moi, gros big up à lui et ce freestyle Skyrock, évidemment. Évidemment, ça a fait le bail. Après, est-ce que c'est une rencontre qui a changé ma vie, ma perception? Je ne le sais pas encore, tu vois. Mais en tout cas, c'est un gros gars que j'apprécie beaucoup. Et est-ce que j'allais arrêter le rap? Non. Moi, je vais écrire quoi qu'il arrive jusqu'à la fin. Personne ne me connaît, j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, mon truc, c'est l'écriture. Donc, j'écrirai qu'on me connaisse ou qu'on me connaisse pas. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'a impressionné sur ce freestyle à Skyrock, c'est qu'apparemment, c'est un morceau qui est très très vieux, ce que tu as rappé. Ouais, c'est un morceau que j'ai écrit quand j'avais 18 ans. D'ailleurs, c'était après une vadrouille avec Tony Toxic. Et donc, je suis revenu de cette vadrouille super énervé. Super énervé. Donc, c'est ce que je dis à un moment, tu vois, le ghetto, c'est beaucoup de mauvaise énergie. Et le rap, c'est une des façons pour nous de transformer cette mauvaise énergie en bonne énergie, tu vois. Et c'est là où les gens ils sont forts, c'est ceux qui arrivent à transformer les mauvaises énergies, les condenser et par eux-mêmes balancer de la bonne énergie. Donc voilà, de cette mauvaise énergie que j'avais, j'ai sorti chaque fois que je pose, quand je te dis sur le trajet, je l'écris sur le trajet, mes écouteurs ils se cassent, je vais à la Fnac, je vole des écouteurs, je ressors, je continue le morceau. Et j'ai fini le train là, parce qu'on était loin, j'étais en train, j'ai fini le train, le morceau il était fini.
Et puis après, je l'ai posé. Ça, c'était il y a bien longtemps. Ouais, je l'ai écrit, j'avais 17, 18 piges. 18 piges, je pense. Ouais, 18 piges sur plus 18, 19 que 17, 18 en réalité. Et quand Seth Joe, il m'a parlé de Skyrock, pour moi, c'était ce morceau-là que je devais faire parce que si on m'avait appelé à l'époque, j'aurais fait ce morceau. Et puis, c'est un morceau que les gens qui m'écoutent depuis avant Skyrock, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui m'écoutent qui m'écoutaient avant Skyrock. C'est un morceau qui les a vraiment marqués. Moi aussi, c'est un morceau que j'apprécie pas mal. Donc ouais, c'est un morceau qui date de 2007-2008 à peu près, ouais. Le premier truc, ce morceau était sorti sur C'est du lourd Taras, sur une phase B. Ensuite, on l'a ressorti dans Le Peuple à Faim, sur une phase A de Tony Toxic. Et ensuite, sa fin de vie, ce sera sur le freestyle Skyrock. Donc ce que j'ai écrit il y a maintenant 18 ans, comme quoi on prépare l'avenir, hein, on pose les briques pour l'avenir, tu vois. Ce que j'ai écrit il y a 18 ans, c'est aujourd'hui que ce texte, il trouve toute son utilité et que ce texte, il a toute sa résonance. Ce morceau, on l'a dit, tu l'as écrit à la fin des années 2000. Entre 2011 et 2015, tu arrêtes complètement le rap. Pourquoi ? Alors cette question, j'arrête le rap, pour moi, j'ai pas arrêté le rap. Comme je t'ai dit, j'avais jamais commencé. Parce que pour moi, écrire un texte tous les 6 mois, ça veut pas dire avoir commencé le rap. Avoir commencé le rap, ça veut dire se lever le matin et se dire, là, je vais finir un projet. Donc aujourd'hui, je vais chercher des instrus. Aujourd'hui, je vais chercher des idées pour des clips. Aujourd'hui, donc commencer le rap, c'est un travail journalier. Avant, j'avais pas commencé le rap. Je faisais ça à côté, tranquille. Donc j'y ai jamais cru, moi, au rap. Tu vois, à mon époque, quand je rappais, on rappait pas en se disant c'est un milieu qui peut rapporter de l'oseille. Donc c'est vrai que l'argent, je veux dire, c'est le leitmotiv de tout le monde, donc faut pas se le cacher. Hein. Donc moi, effectivement, le rap, je le faisais, ça me faisait kiffer. J'aimais bien faire un morceau pour faire kiffer les potes dans le hall, tu vois. Je faisais 2-3 scènes, mais ça allait pas plus loin que ça, tu vois. Donc après, j'ai décidé j'étais dans une vie plus rangée, j'ai essayé de m'intégrer dans la société, j'ai repris mes études, j'ai trouvé du travail. Études de quoi ? Alors j'ai fait un DAU, un diplôme d'accès aux études universitaires. C'est un diplôme qui permet, si tu n'as pas le bac, d'avoir un niveau bac. Il est beaucoup moins difficile, donc je conseille à tout le monde de passer par là, en tout cas tous ceux qui souhaitent reprendre leurs études. Et ensuite, j'ai fait un BTS comptabilité en 1 an. Donc voilà, j'ai fait le truc et je suis rentré dans cette société. Et les gars, cette société, elle pue la merde. Il faut vite en sortir. Donc quand je suis rentré, moi, tu sais, quand à 23 ans, j'ai lâché, je pensais que j'étais trop vieux pour ces conneries à 23 ans. Tu vois, à 23 ans, je pensais que le rap, j'étais déjà trop vieux, tu vois. Et c'est après que je me suis dit, mais mec, ça fait 15 ans que tu fais ça, t'as même pas sorti un truc physique. Donc le tranche de vie, c'était aussi pour moi me dire, voilà, j'ai fait mon truc, que ça marche ou que ça marche pas. Pour moi-même, j'ai terminé quelque chose. Déjà, c'est pas mal. Et j'ai terminé un truc qui vient uniquement de moi, avec l'aide, bien sûr, des frérots de l'usine, hein, parce que Tranche de vie, ça reste un projet, l'usine. Et quand moi, Souffrance, il sort un solo, c'est comme si l'usine, il sortait un album, tu vois ce que je veux dire ? Oui, parce que cet album, il fait 20 titres, il y a 0 featuring. 20 titres, 0 feat. Ouais. Mais dans les prods, on sait que dans l'accompagnement, dans les clips et tout, il y a toujours l'ombre de ton groupe Usine. Bien sûr, c'est les frérots. Depuis la sortie de l'album, les choses, elles sont accélérées pour toi. Il y a Fianso qui t'a invité sur Rentre dans le Cercle. Ouais. Et il y a Jul qui t'a invité sur Classico Organisé. Ah, incroyable. Sur lequel tu poses juste après notre ami Kenny Arcana. Yes, gros big up à Kenny Arcana. Ça fait plaisir en tout cas d'être avec elle et avec tous les autres sur ce sommet. Franchement, gros morceau. Merci OJ. La question que tout le monde se pose, c'est comment ça s'est fait cet album ? Comment ça a été enregistré ? Bah écoute, moi, si j'ai bien compris, hein, parce que si j'ai bien compris comment ça s'est fait, en tout cas moi, comment j'ai été contacté par des échos, je sais que le Joule, il checkait pas mal de monde sur Internet pour ce classico. Je sais qu'il cherchait aussi des gens pas très connus, avec des gens connus, il cherchait à faire ce mélange. Donc il est tombé sur moi, à mon avis, tu vois, et moi, c'est par un intermédiaire qui m'a contacté. Elle me dit, est-ce que t'es chaud pour le classico ? C'est quoi ? C'est le nouveau projet de Jul. Donc moi, je viens du rap indé, boom bap, tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai réfléchi 3 secondes quand même. J'ai dit Souffrance sur un projet de Jul. Tu sais, bah déjà, moi, Skyrock, j'y croyais pas. Rentre dans le cercle, encore moins. Donc maintenant, j'arrive sur un projet de Jul. Incroyable. En l'espace de 6 mois, tout ça ? Ouais, en l'espace de 6 mois. Donc j'ai réfléchi 3 secondes et j'ai dit, vas-y, je fonce. Tu vois ? Parce qu'après, moi, je viens d'une école aussi, il faut savoir, nous, au Café La Pêche, il y avait un mec qui s'appelait Siaka. Entre 2 claques qui nous mettaient derrière dans la tête, il nous faisait rapper. Et en fait, il pouvait te mettre n'importe quel instru. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour moi, MC,
il doit poser sur n'importe quel instru. Tu vois D'ailleurs, ce que tu as je veux dire? rappé sur l'instru de Pookie, de Ouais, Aya j'ai Nakamura. rappé sur l'instru d'Aya Nakamura, hein, parce que ouais, c'est l'instru préféré de ma meuf. Ouais, l'instru Aya Nakamura, tu le retrouves sur le projet Noctambus, la mixtape que j'ai sortie avant l'album, là, en fin d'année 2020. Et tu retrouves aussi pas mal de choses là-dedans. Les mecs qui veulent se faire une petite rétrospective de souffrance, je vous conseille de passer par Noctambus. Tu me parlais de Siaka qui vous faisait rapper qui vous mettait des tartes dans la gueule. Ouais, Siaka, gros gars, ouais, il y avait l'équipe de la pêche, hein, Siaka, Mich, voilà, c'est des grands de chez nous. Il y avait Kiro, Kuroda, c'était des grands de chez nous qu'on a beaucoup, qui nous ont, ça a été des exemples pour nous. C'est des gens qui nous ont poussés et qui ont toujours essayé de nous faire dépasser les limites, celles qu'on avait dans la tête aussi, tu vois. Et c'est important d'avoir des gens qui ont déjà fait un parcours, qui connaissent le parcours. Et quand toi, tu arrives sur le parcours, des gens qui te regardent avec un regard bienveillant et qui t'évitent deux, trois galères qu'ils ont eues, quoi, tu vois, et qui te donnent les armes pour que toi, tu ailles encore plus loin. Quand tu as décidé de t'y mettre très sérieusement, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été un moment de déclic particulier? Ouais, mon âge, mec. C'était ça, le déclic. Je me suis dit, frère, tu vois, là, c'est un peu la dernière minute. Moi, de toute façon, je suis un gars de la dernière minute, tout le temps. Que ce soit depuis l'école, je suis un gars, je fais le truc à la dernière minute. Donc là, j'ai fait le truc à la dernière minute, tu vois. Donc ça a été ça le déclic. Donc pour ça, j'ai dû arrêter mon boulot. Tu vois, j'étais dans un taf, j'étais bien et tout. J'ai dû prendre des risques. J'ai dû arrêter mon boulot, j'ai dû me mettre à fond parce que cet album, je l'ai commencé il y a très longtemps, tu vois. Mais si tu te mets pas à 100%, c'était interminable en tout cas pour sortir l'objet que j'avais envie de sortir. C'était pas possible autrement. Souffrance, t'es un gars de la dernière minute. Ouais. C'est la dernière minute de l'interview. Ok. Est-ce que tu serais chaud pour me faire un acapella, dernier texte, comme c'est la dernière minute? Je suis de mauvais bout de la laisse, hélas. Ouais, c'est naze. J'ai les mains sur la pelle et la tête dans le trou. Je suis pas allé plus loin que mon père, mais pour faire ce petit bout de chemin, j'ai eu besoin de son père à part ma paire de couilles. Jaloux vert de rage, je faisais ton sac à la plage. Je connaissais pas l'amour, genre j'entretenais la haine à la place. J'aligne les rimes mieux qu'eux, même quand je le fais à l'arrache. J'ai jamais cru vivre du rap à la base. Je pensais que la vente de drogue serait durable, mais la seringue du diable s'est plantée dans mon bras. Que du seum pur dans mes veines. Chacun de mes pas m'éloigne de l'Éden. Pour eux, c'est mes gènes, pour moi, c'est eux qui me gênent. Ils entendent à 4 km les casseroles que je traîne. Il n'y a que quand je baisse les yeux qu'ils m'aiment. Allez tous crever, je continuerai à regarder le ciel, même si ça fait mal au cou. Je me relèverai comme Jonah Lomu. Souffrance, merci beaucoup. Yes, merci. C'est ta première interview télé. On rappelle, ton album Tranche de vie est disponible. Là, actuellement, je suis en train de créer un label, le label All 26 Records, en coproduction avec l'usine. Toujours les frérots sont là. On va aussi te retrouver en première partie de Rockin' Squat à la Cigale en avril prochain. Et également dans un projet hommage à DJ Duke, dans lequel tu vas avoir un morceau aux côtés de Roca. Ouais, feat Roca, grand monsieur du rap. Ça me fait grand plaisir d'être sur ce projet, surtout par rapport à DJ Duke, paix à son âme. Grand monsieur aussi avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités et qui m'a beaucoup donné de force. Donc voilà, ça me fait super plaisir d'être sur ce projet. Et ça sort bientôt en format vinyle, ça va être du sale. Souffrance, merci. J'espère qu'on te revoit bientôt. Yes, moi aussi j'espère. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Yeah. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.